Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel enregistrement, nouveau podcast aujourd'hui. Alors, pour commencer, aujourd'hui on va parler d'actualité. Je vous ai récupéré quelques news, comme d'habitude, mais là il y en a un petit peu plus que d'habitude, donc du coup je vais les partager avec vous. Il n'y aura pas du coup de questions d'auditeurs parce que j'ai peur que sinon ça prenne trop longtemps. J'essaye de rester dans un format 20 minutes, une demi-heure maximum, donc voilà. Et pour les personnes qui me posaient la question, c'est par rapport à ce qui est sorti ce week-end. En fait, c'est une formation en audio sur la prise de masse. Donc, alors, c'est parti. Déjà, il y a une petite vidéo de présentation sur YouTube pour avoir plus de détails. Mais sinon, comment vous expliquer ça simplement ? C'est pas la prise de masse comme vous le voyez. Voilà, il faut manger plus que vos besoins, blablabla. Non, parce que ça, en fait, tout le monde connaît déjà. Tout le monde a certaines notions. Moi, c'est par rapport plus ou moins au profil que je peux avoir moi. C'est-à-dire que j'ai eu un passé en surpoids, que j'ai fait une sèche, et qu'aujourd'hui, je ne peux pas m'amuser à faire une prise de masse au niveau de l'alimentation comme une personne de très maigre qui aurait du mal à prendre du poids. Puisque moi, si je mange beaucoup trop, etc., je vais prendre du gras. Donc du coup, j'ai partagé finalement mon approche, celle qui m'a permis de progresser durant les années, avec justement des petites astuces, des petits réflexes, surtout un plan d'action à la fin pour savoir quand vous avez tel problème, par exemple si vous prenez du gras sur le ventre, quoi faire, si vous avez du mal à manger vos repas, comment faire, si vous avez du mal à finir vos légumes, comment faire, plein de petites choses comme ça, pratiques, plus des choses concrètes, on va dire, au niveau de l'entraînement. Quelle est la meilleure façon de s'entraîner ? Alors j'aime pas dire quelle est la meilleure façon parce que là c'est toujours un petit peu polémique comme sujet, mais quelle est la stratégie d'entraînement la plus vérifiée, on va dire, pour la prise de masse musculaire ? Comment par exemple combien d'exercices de base, combien de séries, combien de répétitions faire, combien d'exercices d'isolation, séries, répétitions faire, toutes ces choses là c'est classé en audio, donc c'est divers audios. Quand les personnes ont commandé, ils ont reçu tous ces audios au détail, de manière à pouvoir soit travailler sur le sujet qui les intéresse, soit écouter d'une traite. Alors moi je recommande quand même de tout écouter parce que c'est quand même le but, mais voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est de l'audio comme du podcast, mais là en privé, et puis ça vous appartient, vous l'avez en hors ligne, vous le téléchargez et vous avez le lien dans les notes de ce podcast. Alors et je crois que ça s'appelle prise de masse, la solution pas à pas, donc quelque chose comme ça, vous verrez, vous arriverez à retrouver dans les notes. Alors, on démarre un petit peu les actualités. Première actualité que j'ai retrouvée, c'est sur la caféine. Vous savez, moi je suis un consommateur de café. J'aime le café, j'aime son goût et j'aime son effet. Alors, j'aime son effet quand j'en consomme peu. C'est-à-dire que moi du café, j'en consomme 2 par jour. C'est pas beaucoup, vous allez me dire, il y en a qui en boivent beaucoup plus que ça. Pourquoi j'ai réduit ma consommation de caféine sur les années ? Alors quand je travaillais de nuit, j'en consommais beaucoup plus. Ça remonte à plus d'une dizaine d'années maintenant, mais maintenant que je suis en travail de jour, etc., je préfère rester sur 2 cafés par jour parce que j'apprécie l'effet, le petit côté dynamisant, anti-fatigue que ça peut procurer, et je trouve ça intéressant. Le café a été beaucoup critiqué tout au long des années, et parfois c'était un petit peu infondé, et comme toujours, il y a d'abord les gens qui sont pour, puis les gens qui sont contre, puis après on trouve l'équilibre avec des recommandations qui sont viables, on va dire. Et là en fait c'est un article de l'ANSES qui parle de la caféine. Alors le titre c'est La caféine, une substance pas si anodine. Donc l'ANSES, pour rappel, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Je vous cite un petit peu ce que j'ai récupéré dans l'article.
Donc certaines personnes consomment des boissons dites énergisantes, riches en caféine, dans le but d'améliorer leur performance physique. Lors d'exercices physiques, la consommation de caféine constitue un facteur de risque cardiaque chez les personnes prédisposées. Notez bien ça, parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire le raccourci en disant que c'est risqué pour tout le monde. Non, c'est chez les personnes prédisposées. Par ailleurs, lors d'un effort physique de longue durée, en période de forte chaleur, elle diminue les capacités de thermorégulation, ce qui empêche le corps de se refroidir. Donc bon là on sort un petit peu de la période chaude, mais de consommer du café quand on s'entraîne dans une région, dans un pays ou dans un environnement qui est chaud, eh ben, ça peut diminuer cette fameuse capacité de thermorégulation. Donc, c'est pas forcément quelque chose de positif, en tout cas pour la performance et aussi pour la santé, quoi. Faut faire attention. Donc, pendant les périodes chaudes, essayez de réduire votre consommation de caféine et du moins essayez d'éviter tout ce qui est booster, tous ces trucs-là. Enfin, j'espère que vous en consommez pas avant l'entraînement. Ensuite, on a aussi, qu'est-ce que j'ai récupéré ? Ah oui, là, caféine, les recommandations de l'ANSES dans le cadre de son évaluation des risques liés à la consommation de boissons dites énergisantes. L'ANSES s'est intéressé au rôle de la caféine dans l'apparition des effets indésirables qui lui ont été signalés. Au vu des résultats de son travail, l'agence recommande de modérer la consommation de boissons caféinées, de préférer les boissons contenant naturellement de la caféine comme le thé ou le café, donc de préférer en fait des boissons, on va dire, plus naturelles comme le thé ou le café, plutôt que les boissons caféinées comme, vous connaissez, hein, les boosters, les Red Bull, tous ces trucs-là, en fait. Donc, préférez ça aux boissons artificiellement enrichies, les boissons énergisantes, de ne pas associer l'alcool et la caféine, d'éviter d'associer caféine et activité physique, d'être particulièrement vigilant vis-à-vis des apports en caféine chez les femmes enceintes et allaitantes, les enfants et les adolescents, les personnes sensibles aux effets de la caféine ou présentant certaines pathologies, donc troubles cardiovasculaires, psychiatriques et neurologiques, insuffisance rénale, maladie hépatique sévère. En fait, par rapport à tout ça, ça peut être, un petit peu trop alarmant, alors que, en fait, ils mettent en garde, quoi. Il faut faire attention, mais quand même, encore une fois, il ne faut pas mettre tout dans le même panier. Il y a la caféine chimique, enfin en tout cas artificielle, celle que vous allez retrouver dans les boissons, etc. Et les boissons à teneur en caféine, naturellement présent, enfin où il y a de la caféine naturellement présente dedans. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes dosages, c'est pas les mêmes apports. Alors évidemment, si vous buvez des litres de café par jour, c'est pas bon, mais dans tous les cas, essayez de rester loin de ces boissons énergisantes parce que on va le voir un petit peu par la suite avec d'autres articles, mais ça fait partie quand même de ces aliments ultra transformés, quoi. Toutes ces boissons-là. Et la caféine, moi je pense qu'on peut en tirer pas mal d'avantages si on sait l'utiliser, notamment autour de l'entraînement. Vous faites attention quand en période de grosse chaleur, etc. Mais également pour la vigilance, si vous en consommez peu, vous verrez que ça marche relativement bien. Il y a aussi d'autres, là c'est pas le sujet du podcast, mais il y a d'autres données qui montrent que la caféine n'est pas si mauvaise en termes d'acidification au niveau de l'organisme. Ça serait même d'ailleurs plutôt l'inverse, et que ça serait même plutôt bénéfique aussi sur la fonction hépatique, mais bon, c'est pas le sujet de ce podcast. Si vous avez envie de creuser un peu la question, sachez que j'ai fait du contenu. Vous tapez café ou caféine sur mon site, si ce sujet vous intéresse, vous allez trouver pas mal de choses dessus. Allez, on passe à la suite. Alors, le deuxième article que j'ai récupéré, c'est un article de lanutrition.fr qui s'appelle « Manger végétarien ou vegan, ce serait aussi manger plus transformé selon une étude française ». Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré là-dedans ? Alors, les notes de l'étude. Alors, l'étude. Pour cette étude d'observation, une cohorte de 21 212 personnes a été divisée en 4 groupes. 19 812 mangeurs de viande, 646 pesco-végétariens, 500 végétariens et 250 4 végétaliens. Alors, pour petit rappel, quand vous entendez mangeurs de viande, c'est des omnivores, parce que c'est peut-être plus facile à dire comme ça. Pesco-végétarien. Le pesco-végétarien, c'est, ils disent, une pratique alimentaire consistant à s'abstenir de consommer de la viande, mais à consommer la chair issue des poissons, des crustacés et des mollusques aquatiques. Bon.
Voilà, c'est plus ou moins la définition brute comme ça que j'ai trouvée sur Google. Encore une fois, c'est toujours, ils essayent de trouver des noms comme ça pour des pratiques alimentaires. Donc en fait, c'est des gens qui ne mangent pas de viande, qui restent plutôt sur des produits végétaux et certainement aussi des œufs, du lait et toutes ces choses-là. Donc, je reviens à mon article. Donc, les apports alimentaires quotidiens ont été recueillis à l'aide des relevés alimentaires répétés sur 24 heures. Résultat, les régimes végétariens et véganes ont été associés à une consommation plus élevée d'aliments ultra transformés. Donc en fait, ils disent qu'ils ont fait un petit tableau là sur le site avec les types d'alimentation, donc carné, pesco-végétarien, végétarienne et végétalienne. Et en fait, après, à côté, ils ont mis la part calorique des aliments ultra transformés par type nutritionnel, quoi. Et en fait, pour l'alimentation carnée, c'était 33% d'aliments transformés. Pour le pesco-végétarien, c'était 32,5% d'aliments transformés, ultra transformés, parce que AUT, c'est d'aliments ultra transformés. Pour le régime végétarien, c'était 37% d'aliments ultra transformés et pour le régime végétalien, c'était 39,5% d'aliments ultra transformés. Donc après, c'est cohérent et je peux comprendre les personnes qui suivent des régimes végétaliens, végétariens, d'augmenter finalement la part d'aliments transformés parce que à un moment donné, il faut bien manger. Et vous savez, tout ce qu'il y a eu autour du reportage Netflix, comment il s'appelait déjà ? The Game Changer, vous vous rappelez, ça a vraiment fait du bruit quand il est sorti. Beaucoup de personnes y ont trouvé une forme de révolution nutritionnelle pour la santé, etc. Et derrière, évidemment, il y a eu beaucoup de ventes de produits, de travail marketing et tout ça pour pousser un petit peu en avant pas mal de produits végétaliens ou végétariens. En fait, là, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont en train de m'écouter qui pratiquent le régime végétalien ou le régime végétarien, c'est difficile à dire, c'est assez compliqué, mais ils doivent être un peu s'arracher les cheveux parce que eux, ils arrivent très bien à ne pas avoir d'aliments ultra transformés dans leur alimentation parce qu'ils savent, ils sont concernés. Ils ont compris que ça servait à rien de faire les choses mal, c'est-à-dire que d'enlever la viande. Donc, admettons, vous avez un type d'alimentation type méditerranéenne, donc où vous avez de la viande, des œufs, du poisson, enfin toutes les sortes de protéines, des légumineuses, même des céréales, etc., etc. Donc, le type d'alimentation que moi je juge être le plus cohérent. Après, qui a ses défauts, comme partout, c'est pas à l'abri, c'est pas parce que ça s'appelle méditerranéen que c'est le régime magique que tous les aliments sont sains. Il y aura forcément aussi des aliments qui seront contaminés à droite et à gauche, et c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais bon, ça reste quand même une approche assez cohérente pour la santé. Finalement, si une personne compare ce régime-là avec un régime, il enlève la viande et il met à la place, je sais pas moi, des steaks transformés, soja avec des lécithines, des machins, des trucs, etc. Ça va devenir quelque chose de moins sain. Et quelque part, comparer un steak brut avec ce fameux steak ultra transformé, c'est pas une bonne idée. Mais par contre, il y a des gens qui sont concernés, qui sont alertes, qui sont aiguillés, qui vont se faire leur propre recette. Et donc c'est pour ça, il faut pas en tirer une conclusion trop rapide. Là, ils ont demandé à des volontaires, donc qui ont été divisés, en 4 groupes, etc. Donc il y a quand même, c'est 21 212 personnes. Faut pas oublier que c'est que 254 végétaliens contre 19 812 mangeurs de viande. Donc l'échantillon pour les végétaliens il est assez mince. Pour les végétariens c'est 500. Donc il faut faire attention quand même. Ça n'a pas été réparti, c'est pas des groupes égaux quoi. Et ce qui veut dire quand même que ça montre bien les choses quand même pour le mangeur de viande. 33%, je pense que là 19 812 mangeurs de viande, c'est quand même assez représentatif. Mais je pense que ces chiffres, réellement, ils doivent être un petit peu plus bas. Si vous faites attention à ce que vous mangez, etc., déjà, il y a un réflexe de base d'acheter des aliments qui n'ont pas été retouchés par l'homme. Alors, quand je dis pas retouchés, ça ne veut pas dire pas manipulés, parce qu'ils sont toujours manipulés. On met de la viande en barquette, on met des légumes en surgelé, etc. C'est pas comme ça que je vois les choses. Quand je parle des aliments transformés, on a pris un aliment qu'on a additionné avec d'autres substances pour lui donner meilleur goût, meilleur aspect, meilleure texture,
etc., meilleure couleur, enfin voilà, toutes ces choses-là, meilleure conservation, etc. Toutes ces choses-là, là on rentre dans la dimension ultra transformée pour qu'un aliment soit optimisé en fait. Quand je dis optimisé, c'est dans le sens marketing, conservation, etc., de pouvoir le vendre, avoir une date de péremption beaucoup plus longue, DLC longue, etc. Et donc, je pense que le fragment dans ces gens-là, le fragment de personnes qui font vraiment les choses, je vais dire encore une fois correctement, c'est-à-dire qui vont essayer de rester loin de ce genre d'aliments, elle est beaucoup plus mince. Et je pense que les chiffres, ils sont plutôt cohérents. En fait, ça doit plutôt s'aligner, parce qu'une personne qui est végétalienne et qui a pris conscience des aliments ultra transformés, ce serait une personne qui aura trouvé d'autres solutions, elle aura mis en place certaines choses. Donc il faut faire attention, là c'est encore une fois, c'est le grand public qui fait ce genre de diète, donc c'est-à-dire qu'ils ont pris un échantillon du grand public, une personne qui est très informée est plutôt dans une est borderline par rapport au grand public. Voilà. Donc c'était quand même mais encore une fois, moi, autour de moi, j'ai des personnes qui ont arrêté, par exemple, de manger de la viande, d'autres personnes qui sont devenues végétariennes, etc. Et c'est vrai qu'on ne peut pas prendre un raccourci rapide en se disant je deviens végétarien parce que j'arrête de manger de la viande, du poisson et des fruits de mer et je mange plus que des œufs, du fromage blanc, des steaks transformés et tout de soja. Là, on n'est pas forcément dans une bonne réalité et surtout que souvent, ce genre de régime, moi, ce que j'ai observé, c'est que les personnes ont tendance à manger énormément de glucides. Donc, voilà, hein, si la personne est fortement active, etc., pourquoi pas. Mais il faut quand même faire attention parce que de passer à une diète, on va dire, où il y a de la viande, du poisson et tout ça, à une diète végétarienne d'un coup, si on ne module pas l'apport en protéines, en fait, on va réduire la part calorique provenant des protéines en augmentant la part des glucides. Et donc là, il faut faire attention parce que le corps peut mal encaisser ça et donc stocker beaucoup de graisse. C'est pour ça qu'il faut... Les approches alimentaires ne se font pas au hasard, en fait. C'est vraiment... c'est pour ça qu'il y a des professionnels enfin, des professionnels, encore une fois, tous ces domaines-là sont encore un petit peu nouveaux, mais il faut quand même se rapprocher quand on veut faire attention à son alimentation, il faut être quand même aiguillé, et croyez-moi, depuis la quinzaine d'années là, que je commence à vraiment, comme j'en parlais avec un ami hier, je crois j'ai creusé, mais lui il fait un peu pareil que moi, on a creusé, on est allé loin, quoi. On n'est pas dans les profondeurs, mais on est quand même allé suffisamment loin pour se rendre compte que beaucoup de personnes ignorent des tas de choses par rapport à l'alimentation et que finalement c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup d'erreurs dans les approches alimentaires, quoi. Bon voilà, c'était la petite actu que j'avais envie de vous partager là-dessus. Je trouve ça intéressant parce que finalement le grand public, ça peut être vos amis, vos parents, ça peut être tout un tas de personnes et ça prend du sens en fait de les alerter là-dessus. Et je pense que la meilleure chose à leur apprendre, c'est les aliments ultra transformés. Moi j'en suis encore convaincu aujourd'hui, hein. Peut-être que ça changera, peut-être que non, mais je pense pas d'ailleurs. Là où on doit vraiment être cohérent et comprendre bien les choses, c'est sur les aliments ultra transformés, essayer d'en rester loin au maximum, quoi. Bon, je continue un petit peu. Alors là, c'était un article de Marc Sisson qui a fait un article « Quelles sont les meilleures souches probiotiques ?» Alors, il a fait plusieurs catégories. Il a mis ses références à lui qui lui appartiennent dans les notes de son article. Il a mis les sources de probiotiques par, je vais dire entre guillemets, pathologie. Alors, je ne sais pas si je peux dire pathologie comme ça, mais par symptômes. Et en fait, il dit que, par exemple, le meilleur candidat pour l'anxiété, donc pour le trouble de l'anxiété, c'est comme source de probiotiques, c'est le Lactobacillus rhamnosus. Alors attention, les noms vont être barbares là. Mais moi je trouve que c'est intéressant son article parce que c'est vrai qu'on s'est souvent retrouvé, alors ceux qui sont un petit peu concernés par la nutrition santé et tout ça, ils ont dû voir que les probiotiques c'est quelque chose, enfin tout ce qui est, en fait, vous avez déjà dû entendre parler du deuxième cerveau, donc le cerveau qu'on a dans les intestins, etc. Vous savez cette notion qu'on aurait
un cerveau, notre deuxième cerveau au niveau des intestins qui enverrait des signaux, etc., qui pourraient réguler l'humeur, qui pourraient réguler l'immunité, tout un tas de choses. Donc il y a beaucoup de recherches qui sont faites par rapport à ça. Il y a des diversités en fonction de la population, en fonction du lieu où la personne vit, en fonction si la personne est isolée ou pas. D'ailleurs, il y a même eu des choses depuis la distanciation avec le Covid, donc on est moins proche des gens, donc notre microbiote a changé. Le microbiote, pour rappel, c'est la population bactérienne que l'on accueille, qui peut être ou bénéfique ou négative pour notre santé, donc selon sa population finalement. Donc en fait, on a besoin de ces bactéries, mais les bonnes. Et lui, dans son article, il expliquait justement qu'il y en avait qui étaient plus propices que d'autres à traiter tel ou tel symptôme. Là, par exemple, pour l'anxiété, il parle de Lactobacillus rhamnosus, mais par exemple, il dit que chez les jeunes femmes d'âge collégial souffrant de constipation, une combinaison de Bifidobacterium lactis BL04, de Bifidobacterium bifidum BB06, de Lactobacillus acidophilus, de Lactobacillus casei et de Lactococcus latis a amélioré les symptômes et la qualité de vie. Sur une autre étude, ils ont révélé que le B-lactis réduisait les symptômes chez les adultes constipés. Donc pour ceux qui souffrent de constipation, réécoutez le passage que je viens de dire durant les 30 secondes précédentes. Il dit aussi que chez les adultes, se débarrassant des antibiotiques, vous savez que les antibiotiques, c'est un petit peu comme alors entre guillemets pour schématiser, comme un petit Karcher au niveau de tous tous les biotiques, donc toutes les bactéries qu'on pourrait même avoir au niveau du système digestif. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu des symptômes de diarrhée après une prise d'antibiotiques. Et donc du coup, il y a pas mal certains professionnels de santé commencent à être aiguillés et il y a peut-être des contre-indications, mais en tout cas, ils disent que ça peut être intéressant de prendre des probiotiques en même temps qu'un antibiotique pour justement essayer de contrebalancer l'effet Karcher, entre guillemets. Attention, je ne suis pas médecin, donc prenez mes recommandations comme de la curiosité, pas comme à consulter avant de faire quelque chose, si vous êtes sous traitement. Donc lui, il explique là que ce qu'il a récolté comme données par rapport à ça, c'est pour les personnes qui arrêtent de prendre des antibiotiques, une combinaison de Lactobacillus acidophilus NCFM, de Lactobacillus rhamnosus LR32, de Bifidobacterium breve M12V, de Bifidobacterium longum BB536, de Bifidobacterium lactis BL04 et Bifidobacterium bifidum BB02 ont montré une efficacité pour réduire la diarrhée, donc quelque chose qui peut aider pour les gens qui sont victimes de diarrhée. La meilleure souche probiotique anti-allergique, donc par exemple le rhume des foins et tout ça, est probablement Lactobacillus paracasei. Il a été démontré que le L-paracasei améliore les symptômes chez les sujets atteints du rhume des foins dans un certain nombre d'études. Et après, il parle également de meilleurs probiotiques pour l'immunité. Donc ça va un peu dans le sens du Covid. Le Lactobacillus paracasei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus fermentum, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium bifidum. Donc en fait, pourquoi l'immunité ? En fait, ça a été, il en parle par rapport aux sportifs. Vous savez que les sportifs ont tendance, notamment les sportifs d'endurance, à un petit peu faire chuter leur système immunitaire après l'entraînement, durant et après l'entraînement, mais également les sportifs de force. Moi, je prends toujours l'exemple vous savez, une grosse séance de cuisses, vous transpirez beaucoup, et puis après sur le parking, vous sortez, vous discutez 15 minutes avec un partenaire d'entraînement ou quoi, vous êtes un peu au froid, vous avez transpiré, et là c'est là où vous chopez une saloperie, quoi. Bon, et ben là ça a été montré que ça pourrait vous aider, ce genre de souche probiotique pour l'immunité. Mais moi, ce que je vous recommanderais également, c'est les personnes qui sont sujettes à ça, c'est de prendre de la glutamine, tout simplement. Beaucoup de personnes parlent de la glutamine pour la récupération. Moi, je le vois beaucoup plus comme une aide au niveau digestif.
et pour un petit peu l'immunité. Donc voilà ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Le podcast n'a pas été super long, mais c'était de l'actu. Je trouve de l'actu intéressante parce que vu que là on va passer dans une phase où certaines personnes sont un peu privées d'entraînement, j'essaye de pas trop les énerver à leur parler d'entraînement, mais plutôt d'essayer de leur donner quelques petites notions comme ça d'actualité. Le podcast, j'aimerais le tourner beaucoup plus sur de l'actualité pour que vous ayez un point d'ancrage chaque semaine pour avoir un petit peu les dernières news entre guillemets et par rapport au monde fitness, entraînement, nutrition et tout ça. Et périodiquement, si je vois des questions comme ça qui me plaisent, en parler, répondre à la question, mais je trouve que les actus sont quand même quelque chose vers où j'aimerais me tourner, même si malheureusement et heureusement, vu que c'est pas de l'actualité chaude comme des potins de stars, etc., c'est pas des podcasts qui vont se périmer. C'est des podcasts qui pourront être réécoutés dans le temps et de voir pour les gens leur créer des petits mini mises à jour en termes de connaissances, et moi je trouve que c'est intéressant de traiter ce genre de sujet. Donc je vous laisse ici. Si vous avez pareil, si vous avez décidé durant la saison froide, et d'ailleurs c'est une bonne idée de le faire durant la saison froide, de prendre un petit peu de masse musculaire, surtout si vous êtes sujet à prendre beaucoup de gras sur le ventre, que vous avez un patient en surpoids. Alors évidemment, si vous prenez difficilement du gras, que vous êtes tout le temps sec et tout, tant mieux pour vous, la prise de masse va certainement être un petit peu plus simple à gérer. Mais par contre, si vous faites partie des personnes qui prennent facilement du ventre, qui faites facilement de la rétention d'eau, que vous vous enflez rapidement, franchement ça vaut le coup d'aller écouter ce que j'ai fait comme travail sur la prise de masse. C'est en audio, c'est comme ce que vous êtes en train d'écouter là, mais comme je vous dis, vous pouvez l'écouter hors ligne, dans la bagnole, tranquillement, pépère, quand vous faites vos trajets en transport en commun ou autre. Allez faire un tour. Vous avez le lien dans les notes de l'émission et comme ça au moins vous pouvez accéder. Il y a aussi le support PDF pour avoir toutes les notions. Je vous laisse ici. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.